Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux qui portent sur l'amélioration de la modélisation de la turbulence dans un solver adjoint pour faire de l'optimisation aérodynamique de compresseurs de turbomachines. C'est une thèse qui est encadrée à l'ONERA par Antoine Dumont dans l'équipe hélicoptère, hélice et turbomachine, Pascal Rowe pour les développements numériques dans l'équipe conception des logiciels des écoulements fluides, celle qui développe en ce moment le code Sonix de prochaine génération. C'est une thèse qui est co-dirigée par Stéphane Aubert et Christophe Corr du laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique de Lyon et qui est financée par l'industriel Safran Aircraft, Safran Hélicoptère. En fait, cette thèse naît d'un besoin industriel et par le CIRT qui est le consortium industrie et recherche en turbomachine. Et ouais, c'est pas le club des industriels toulousains. Et bien sûr un financement également par l'ONERA. Alors je vais vous présenter dans un premier temps le contexte, les objectifs de la thèse, ensuite la plus-value ajoutée, et puis je vous présenterai quelques grands résultats obtenus et je finirai par les conclusions et les perspectives. Alors aujourd'hui, dans le niveau des contextes et des objectifs, aujourd'hui les hélicoptères du groupe Airbus sont motorisés par Safran. Par exemple, un H140, c'est un hélicoptère civil, c'est le cas aussi des hélicoptères militaires. Vous avez une turbomachine qui a plus ou moins toujours les mêmes caractéristiques, dans le sens où vous avez une turbine haute pression en aval, qui entraîne une turbine basse pression et un compresseur centrifuge. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le compresseur centrifuge. Alors le compresseur, comme son nom l'indique, son objectif c'est de compresser l'air avec l'effet centrifuge. Typiquement, c'est le même effet que vous avez quand vous êtes sur un manège et que le manège tourne, vous êtes poussé vers l'extérieur. Le compresseur utilise cet effet pour compresser l'air, sauf que lui, il tourne à environ 600-700 tours par seconde. Alors, dans la réalité, ça ressemble à ça. Vous avez une pièce mobile ici qui tourne et qui va venir ensuite éjecter l'air qui rentre dans l'axe vers le rayon, ici dans un diffuseur dit radial et axial. Donc on voit ici le compresseur avec ici le diffuseur radial et le diffuseur axial avec le coude. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sous une hypothèse en fait, de symétrie de révolution, en modélisant simplement ici un secteur angulaire, on va réussir à modéliser l'entièreté de la turbomachine. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être de réaliser des optimisations de forme de ce compresseur-là afin de maximiser le rendement sous la contrainte du taux de compression constant. Et c'est un vrai challenge aujourd'hui qu'on va essayer de faire. Et ce qu'on fait aujourd'hui pour obtenir faire ces optimisations de forme, vous avez besoin des gradients de forme. Et pour cela, on va utiliser la méthode adjointe que je vais détailler. Alors pour faire de l'optimisation de forme, vous devez être en mesure de pouvoir faire des calculs CFD, des simulations fluides. Donc vous prenez votre compresseur centrifuge, vous faites des modélisations CFD dessus pour un jeu de paramètres de forme donnée. Donc typiquement des angles, des longueurs qui vont venir définir la forme géométrique de votre pièce. Et la question à 100 000 € qu'on se pose, c'est quelle doit être la valeur de ces jeux de paramètres de forme pour pouvoir performer une optimisation de forme afin de maximiser le rendement sous la contrainte d'un taux de compression constant. Alors pour cela, dans la chaîne d'optimisation, vous devez faire un calcul direct qui va être réalisé par ELSA, solver propriété de l'ONERA et de Safran, un calcul adjoint qui est le calcul qui sert à faire l'optimisation de forme, si je puis dire. Et également, vous devez définir un modèle de turbulence. On fait du calcul Rance, nous, stationnaire. À l'heure actuelle, à l'ONERA, on est en mesure de modéliser l'entièreté de l'étage du compresseur centrifuge, c'est-à-dire le rouet mobile et les diffuseurs radio et axiaux. Ici, je vous présente une simulation faite avec le Spalar Almaraz, qui est un modèle à une équation de transport, et un modèle ici à deux équations de transport, le KL de Smith, qui simule aussi également l'entièreté de l'étage du compresseur. Alors si on joue au jeu des 7 différences, là, sur le premier étage du compresseur, honnêtement, on voit des différences qui sont faibles et qui sont vraiment à la marge. C'est-à-dire que le Spalar et le KL font le même travail pour la partie roue mobile. Le souci, c'est que pour performer une optimisation de forme, vous devez être en mesure de vouloir optimiser l'entièreté de l'étage du compresseur centrifuge. Et il se trouve qu'au passage de la roue mobile vers les diffuseurs radio et axial, vous avez une condition ici qui marque la séparation entre une zone de l'espace qui tourne à 40 000 tours minute et une zone de l'espace fixe. Et ça, il faut savoir que numériquement, c'est assez violent. On essaie de passer de l'information d'un domaine qui tourne rapidement à un domaine qui, lui, est fixe dans le repère du laboratoire. Et il se trouve que pour des raisons numériques que je ne détaille pas, le Spalar Almaraz, lui, ne survit pas très bien à cette mise en étage pour les compresseurs centrifuges, alors que le KL de Smith, lui, on pouvait voir en bout de chaîne, ici en bout d'étage, on a encore ici une dissipation du muté sur mu, alors que le Spalar Almaraz, lui, est complètement bloqué. Donc ce qu'on va se proposer de faire,
c'est de faire des optimisations de forme dans des compresseurs centrifuges en utilisant le KL de Smith. Voilà. Et c'est de là que naît le besoin d'industriel d'avoir un modèle de turbulence mieux adapté à la simulation dans ces écoulements de centrifuges. Alors pour ça, on va faire la méthode adjointe. Pour faire plaisir à Denis, je vais vous l'expliquer en une planche, promis. Alors, l'obtention des gradients de forme par méthode adjointe, c'est pertinent parce qu'elle est indépendante du nombre de paramètres de forme. Ça, c'est vraiment la grosse force de l'adjoint. Je m'explique. Si vous prenez par exemple un vecteur de paramètres de forme, par exemple deux angles et une longueur, et vous choisissez une fonctionnelle J à optimiser, on va dire le rendement isentropique, a priori, votre fonctionnelle elle va dépendre de deux choses. Elle va dépendre du maillage, qui est le set des coordonnées x, y, z, et du champ aérodynamique, c'est-à-dire la conservation donc, de la masse, du moment, enfin de la quantité de mouvement et de l'énergie. Vous, ce que vous voulez, c'est le gradient ici de cette fonctionnelle J par rapport aux paramètres de forme alpha. Et sans surprise, comme vous avez deux contributions, vous retrouvez les deux contributions ici. Une en maillage, qui est facile à calculer, entre guillemets, au niveau de la couche HPC, dans les calculateurs, c'est facilement vectorisable. Et ici, une dépendance au champ aérodynamique des dW, des alpha, qui va être coûteuse à calculer, à estimer. Et ce que vous cherchez à faire, c'est optimiser J sous la contrainte des équations de Navier-Stokes. Donc c'est un problème d'optimisation qui est assez complexe. Le truc, comme je vous le disais, c'est que cette sensibilité-là, qui sert à reconstruire le gradient, elle est coûteuse à estimer. Ce que je veux dire, c'est que vous devez faire autant de fois appel au solver CFD que vous avez de paramètres de forme. Donc l'arbitrage, c'est le suivant. Est-ce qu'il vaut mieux faire 40 calculs CFD de complexité moyenne, ou alors il vaut mieux faire un gros calcul CFD, enfin un gros calcul adjoint de difficulté un peu plus supérieure. Et la méthode adjointe penche plus pour la deuxième option. Alors comment on construit cette méthode adjointe? L'idée, c'est de construire une fonctionnelle augmentée, J, ici J tilde, des équations de Navier-Stokes au prix d'un paramètre ici qu'on appelle le vecteur adjoint, qui est une inconnue. Le fait d'introduire ce lambda transposé R à la fonctionnelle J, ça va vous permettre de refactoriser le gradient ici, avec toujours une partie maillage qui est facile à calculer, la partie difficile à calculer, et en amont, vous avez ce qu'on appelle la fameuse équation adjointe, qui va, en plus d'avoir la dépendance dj dw, vous allez avoir lambda transposé d rond R, d rond w. L'astuce, la finesse de la méthode adjointe, ça va être de trouver le bon lambda de manière à pouvoir exactement compenser le d rond j, d rond w fois la matrice inverse ici qu'on appelle la jacobienne, qui est la variation des équations de Navier-Stokes par rapport au champ aérodynamique. Donc toute l'idée de la méthode adjointe, c'est de pouvoir performer, de pouvoir calculer ces gradients de forme en une seule fois. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la méthode adjointe. Alors, on vient simplement déplacer la difficulté, puisqu'il va falloir quand même réussir à inverser une jacobienne qui va être grande, raide, difficile à inverser, je reviendrai là-dessus. Une fois que vous avez l'information de votre gradient de forme, vous êtes en mesure de pouvoir faire une descente de gradient. Je m'explique. C'est-à-dire que dans un espace, par exemple, à 3 paramètres, ici, en longueur, en transverse et en hauteur, vous allez avoir pour chaque point dans cet espace des phases une référence à une géométrie particulière. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller descendre vers l'optimum de manière à avoir la géométrie la plus pertinente. Donc l'idée, c'est de ne pas tomber dans des minima locaux. Vous avez par exemple ici une forme qui n'est pas forcément adaptée, mais d'aller plutôt chercher une forme, elle, qui est dans l'absolu assez proche de celle de l'original, mais quand même plus adaptée. Et c'est ce qu'on se propose de faire au travers de cette thèse avec le KL de Smith. Alors, au niveau de la démarche suivie, il va falloir mettre en place une chaîne d'optimisation, linéariser le modèle turbulence, je vais revenir là-dessus. Donc, pour faire une chaîne d'optimisation, il faut calculer le fameux gradient de forme qui vous intéresse. En premier lieu, vous mettez en place un déformateur de maillage, Aloneras et Ersatz. Ensuite, vous faites un calcul CFD avec ELSA. Ensuite, vous faites un post-traitement avec XOPT, de manière à avoir les sensibilités dans le gradient, le dj dx et le dj dw. Ensuite, vous faites votre calcul adjoint, de manière à pouvoir ici annuler la contribution qui vous embête. Et dès que vous avez fait votre calcul adjoint et que vous avez votre gradient, vous le passez dans un optimiseur de forme, vous déterminez un nouveau set de paramètres de forme et vous bouclez de manière à optimiser la forme sous la contrainte ici des équations de Navier-Stokes. Donc ici, à la fin du calcul CFD, vous avez le champ aéro et le maillage. Ici, vous avez le dj dx, le dj dw ici. Ensuite, vous annulez votre contribution avec votre calcul adjoint. Vous déterminez votre gradient de forme, ici, donc vous avez d'autres contributions. dj dw rentre dans l'optimiseur et détermine ensuite un nouveau set alpha nu qui rentre dans le déformateur,
qui va venir déformer le maillage, et on refait un calcul CFD, etc. etc. Et on boucle jusqu'à obtenir la forme optimisée souhaitée. Alors, à l'heure actuelle, seul le modèle Spalart-Almaraz est disponible dans ELSA. Alors, cette petite phrase, elle a l'air de rien, mais ça soulève quand même pas mal de travail derrière, puisqu'il va falloir d'une part linéariser le modèle de turbulence, régulariser les limiteurs en amont, mettre en place des stratégies de résolution, valider sur des cas tests et passer à un cas turbomachine type CME2. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la régularisation des limiteurs, un petit peu de la stratégie de résolution avec des méthodes polynomiales type GMRES. On va valider ensuite sur un cas d'école, un cas test, qui est une marche descendante, et ensuite je vous présenterai un résultat sur le compresseur CME2. Je laisse de côté la linéarisation du modèle de turbulence, qui est de vous à moi, c'est simplement du calcul de dérivés, donc c'est un peu chiant. Moi j'ai mis pas mal de mois. Alors pour la petite anecdote, ici pour le terme de production, c'est la double contraction entre le tenseur de Reynolds et le tenseur gradient de vitesse. Donc le tenseur de Reynolds, c'est un tenseur symétrique, donc il y en a 7 au lieu des 9, et le tenseur gradient de vitesse, il y en a 9. Donc vous faites 7 fois 9, et vous, ce que vous voulez, c'est la dépendance par rapport au champ aérodynamique, qui est un vecteur 7. Donc le nombre de dérivés, simplement pour le terme de production, c'est 7 fois 9 fois 7, donc ça fait plus de 200 et des brouettes de dérivés. Donc, et vous pouvez faire ça pour, tout le modèle pour tous les termes du modèle de turbulence. Donc bon, j'ai choisi de faire ça à la main, entre guillemets. Ensuite, je suis passé à une méthode dite semi-automatique, où en fait, le travail difficile, fastidieux de faire de la dérivée, je l'ai laissé à un calculateur symbolique, mais j'ai reconstruit moi-même la règle de la chaîne, c'est-à-dire le backward dont Denis parlait, pour pouvoir avoir la sensibilité par rapport au champ aéro. Mais bon, j'ai fait ça à l'ancienne, à l'ère de Tapanel. Donc, OK. Je vais vous présenter un petit peu les travaux que j'ai faits sur la régularisation. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous convaincre de l'importance d'avoir des limiteurs. En fait, quand vous faites un calcul CFD, ce que vous voulez, vous, c'est avoir une solution qui satisfait les équations de Navier-Stokes. Et dans l'absolu, vous, votre solver, les considérations physiques, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est simplement résoudre les équations de Navier-Stokes. Parfois au prix d'avoir une surproduction d'énergie cinétique turbulente. Vous, ce que vous voulez, c'est d'avoir et la solution et de faire en sorte que votre solution elle soit physique. Et pour cela, vous êtes obligé de venir couper la production d'énergie cinétique turbulente. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter à Pk un limiteur. Vous allez dire que Pk, ça va être la valeur minimale entre celle que vous avez calculée et un multiple, ici, n c'est un entier, du terme de dissipation. Et il se trouve que quand ces limiteurs s'activent, ils vont être en partie responsables des plateaux de convergence que vous allez avoir lorsque vous convergez vers le point fixe par méthode itérative. Donc ici, on peut voir que le champ moyen et le champ turbulent ici convergent vers une solution, alors que la courbe en mauve, en magenta, pardon, qui contient en fait, entre guillemets, ce limiteur, elle fait un plateau. À l'heure actuelle, dans ELSA, on vit avec cette contrainte-là. On choisit un multiple ici, d'après un article de Menters de 93, d'un entier entre 10 et 20. C'est arbitraire, mais ça a le mérite de fonctionner. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on ne serait pas capable de faire mieux, de donner plus de latitude au solver tout en ayant des considérations physiques, puisque ce limiteur est en partie responsable des plateaux de convergence, mais il ne repose pas sur des considérations physiques ou des hypothèses de la modélisation Rance. Alors, ce que je propose dans nos travaux de test, c'est un nouveau limiteur ici de pKlim pour le terme de production d'énergie, qui repose sur des considérations physiques simples, entre guillemets, dire que l'énergie cinétique est toujours positive, dire que le tenseur de déformation, c'est un objet mathématique qui modélise comment l'air se déforme, entre guillemets, a des bonnes propriétés mathématiques, et puis je me suis inspiré du travail des autres, notamment avec des hypothèses de compressibilité dans l'article de Park and Park. On est en mesure ici de redéfinir une nouvelle borne ici pour le terme de dissipation. Et ce que je vous propose, c'est de regarder directement l'influence sur notre turbomachine, donc notre centrifuge. Donc, dans un premier temps, vous faites un calcul CFD et vous allez regarder en bleu où sont les zones ici du limiteur qui vont s'activer. Et ce que vous faites, donc vous faites ça avec la méthode classique, pKlim égale 10, et vous faites la même méthode, le même calcul, avec ici cette nouvelle borne, et on voit qu'on vient restreindre ici les zones d'activation du limiteur. Et ça, numériquement, ça va avoir un vrai impact dans la construction de la jacobienne exacte, dans la détermination des gradients, mais également dans la construction de la jacobienne approchée qui sert comme préconditionneur pour résoudre votre système linéaire. Donc voilà, ça a été une première contribution. On va évaluer cet apport du limiteur sur une convergence directe et adjointe par la suite.
Donc, au niveau des méthodes de résolution pour l'équation adjointe, en fait, résoudre votre équation adjointe, c'est simplement résoudre un système de type AX égale B, avec X, votre vecteur adjoint, votre inconnu, A, la jacobienne, la variation des équations de Navier-Stokes par rapport au champ aérodynamique, et puis ici, vous avez le membre de droite. Le truc, c'est que ce système-là, cette matrice A, elle est grande, elle est raide, elle est creuse et elle est mal conditionnée. Donc les méthodes directes de résolution, on oublie. On va devoir passer à ce qu'on appelle des méthodes itératives, et en particulier des méthodes polynomiales type GMRES, flexibles, préconditionnées LUSSOR. Donc c'est comment on va factoriser la matrice A avec restart et déflation de valeurs propres. Je vais simplement vous expliquer la partie itérative et préconditionnement. L'itération, c'est de dire simplement que pour converger vers la solution, on va faire une méthode itérative où on va à chaque itération utiliser le résultat de l'itération précédente. Et on va venir multiplier ici le vecteur x-1 d'itération précédente par une matrice n et m qui dépendent a priori des informations contenues dans la matrice A. Préconditionneur, ça veut dire qu'entre a et x, on va venir insérer une matrice a-1 qui donne l'identité, mais qui va aider ici à mieux conditionner l'inversion de la matrice que vous cherchez. La méthode de GMRES, en fait, c'est une méthode qui est polynomiale. Je pense que la meilleure analogie qu'on puisse faire, c'est celle avec la décomposition en série de Fourier. Fourier vous dit que si vous prenez une fonction, vous pouvez la décomposer dans une somme de sinus et de cosinus, et que si vous sommez assez de sinus et de cosinus, vous pouvez reconstruire votre signal. La méthode GMRES, c'est la même. On va venir projeter la matrice A dans un espace beaucoup plus petit, et à chaque itération, vous allez venir enrichir votre base, la base de Krylov. Et à partir du moment où vous allez avoir assez de vecteurs de Krylov, vous êtes en mesure de pouvoir inverser la matrice. Et ce que va vous intéresser, vous, au cours des itérations, c'est de mesurer ici l'erreur, c'est-à-dire comment varie la différence B moins A fois X à l'itération N. Donc on voit qu'au début, on vient rajouter des vecteurs dans la base de Krylov, on voit que l'erreur ici ne diminue pas forcément, puis, à un moment donné, on ajoute assez de vecteurs ici et on est en mesure d'aller inverser le système et donc d'obtenir ici le vecteur transposé qui sert au calcul de gradient. Donc c'est ce qu'on a mis en place dans ELSA avec mon équipe encadrante. Ensuite, une fois qu'on a réussi à linéariser le modèle, qu'on est en mesure d'inverser le système, on va passer sur un cas d'école pour s'assurer de la bonne validité des gradients de forme. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a pris une marge descendante. C'est un écoulement qui est interne, mais qui est assez représentatif des écoulements qu'on a en turbomachine. Vous avez en particulier ici la présence d'une recirculation. Donc on fait un calcul direct ici, avec des conditions aérodynamiques sympathiques, et on se place sur plusieurs processeurs, plusieurs blocs de maillage. Ça, c'est pour vous dire qu'on vient tester des parties du code, elles, qui sont importantes par la suite. Donc, dans un premier temps, on va se donner une fonctionnelle, typiquement la pression ici en sortie de marche, et on va se donner des paramètres de forme, typiquement 3 bosses gaussiennes en amont, 3 bosses gaussiennes en aval. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer d'une part les gradients de forme par méthode adjointe, et on va essayer de les valider par une méthode indépendante, et on va prier pour que ça donne le même résultat. Donc on a fait d'une part la comparaison par méthode adjointe avec des gradients calculés par différence finie, sans trait, d'ordre 1 et d'ordre 2. Et on voit ici, en bleu vous avez l'adjoint, et en rouge vous avez les différences finies. Et on voit ici que pour tous les paramètres de forme, on est quand même relativement proche de la valeur que nous donnent les différences finies. Ça nous donne une confiance dans, d'une part, la linéarisation, toute la tuyauterie qu'il peut y avoir dans ELSA, mais également dans la méthode de résolution que vous avez mise en place. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de passer sur un cas turbo-machine. Donc vous allez prendre par exemple un rotor ici, un rotor type CME2. Je vais vous montrer ici par exemple une vue méridienne du champ d'énergie cinétique turbulent. Donc en fait, l'air il arrive par le haut, il vient taper ici la tête d'aube et puis il va développer à l'intrado et l'extrado des couches limites. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un jeu de paramètres de forme. On va chercher ensuite à maximiser le rendement sous la contrainte du taux de compression. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on vient inverser le système adjoint. Et on peut voir ici qu'on est en mesure ici de déformer, ici, voilà, vous avez la vue 3D, on est en mesure ici de venir déformer la géométrie de manière à maximiser le rendement sous la contrainte du taux de compression. Donc, typiquement ici, on voit en gris la forme originale, et puis en bleu, à l'aide des méthodes d'optimisation, du calcul de gradient, on est en mesure de venir déformer ici l'aube de manière à répondre mieux aux critères d'extrémalisation de la fonctionnelle, en l'occurrence le rendement. Donc voilà, ce sont les méthodes qu'on a mises en place au cours de la thèse et qui sont
en ce moment en train de tourner pour de futures publications, que ce soit à l'ECOMAS ou à Mumbai en Inde en septembre. Donc voilà. En termes de conclusion, comme le disait Denis, on a pu mettre en place une méthode d'optimisation de forme par méthode adjointe avec le KL de Smith, qui est totalement linéarisé, totalement différencié. Et ça, c'est une vraie première dans le monde de la CFD, si quelqu'un me contredit. Ça ouvre la porte quand même à la linéarisation des modèles à deux équations de transport qui sont sollicités par l'industriel associé à cette thèse. On a mis en place des méthodes d'inversion, type GMRES, méthode polynomiale. On a calculé les gradients de forme sur des cas d'école, on les a validés sur des cas turbo-machines, type roué CME2. Les calculs centrifuges à l'heure actuelle sont encore raides à passer, mais on travaille dessus et je ne doute pas qu'on va y arriver. On a mis en place des chaînes d'optimisation qui en soient assez délicats, puisqu'il faut faire communiquer plusieurs outils, plusieurs briques élémentaires, de manière à obtenir le résultat global souhaité. Et également, au passage, dans le scope de cette thèse, on a une meilleure compréhension du modèle de turbulence. En l'occurrence, le KL de Smith, ça passe par la régularisation des limiteurs, l'influence sur l'état adjoint, le processus d'optimisation et la mise en place de bonnes pratiques pour l'industriel associé à cette thèse. Et voilà, et l'extension à des modèles à deux équations de transport. Et on teste des stratégies d'optimisation multipoints. Voilà. Voici la liste des publications. Donc, je vais partir à l'ECOMAS en juillet, à Munich, à Mumbai en Inde avec mon encadrement, et des publications dans le réseau AIDA de Safran à l'ONERA. Et je finis ma thèse fin septembre. Voilà. Merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.